La guerre entre la Russie et l'Ukraine, c'est aujourd'hui qu'expire cet ultimatum donné par Donald Trump à Vladimir Poutine pour mettre fin au conflit, faute de quoi la Russie s'expose à davantage de sanctions secondaires. Interrogé sur ce qui va se passer ce vendredi, alors qu'une rencontre est prévue entre les deux hommes dans les prochains jours, le président américain a déclaré que c'est à son homologue de décider. Je vous propose d'écouter cet échange avec des journalistes avant de retrouver notre invité. Votre délai pour que Vladimir Poutine accepte le cessez-le-feu est-il toujours d'actualité? Cela dépendra de lui. Nous verrons ce qu'il a à dire. Cela dépendra de lui. Je suis très déçu. Poutine doit-il rencontrer Zelensky avant de vous rencontrer? Non. Et avec nous en duplex, notre invité de ce vendredi matin. Bonjour, Jean de Glignazzi. Merci beaucoup d'être sur notre chaîne. Ancien ambassadeur de France à Moscou, directeur de recherche à l'IRIS. On l'a dit, c'est aujourd'hui qu'expire cet ultimatum. Est-ce que vous attendez à ce qu'il se passe quelque chose, monsieur l'ambassadeur? Non, à vrai dire, en ce qui concerne des sanctions, pas grand-chose. L'enjeu principal actuellement, c'est de trouver une date pour la rencontre entre Trump et Poutine, sur lequel apparemment Witkoff s'est mis d'accord, en tout cas sur le principe duquel Witkoff s'est mis d'accord à Moscou avant-hier. Donc, en fait, je pense que Trump cherche à maintenir une dynamique qui lui permet d'éviter les sanctions. Il sait qu'il n'aime pas les sanctions, il a envie de normaliser avec la Russie et il voudrait se débarrasser du problème ukrainien. Donc il reste dans sa logique et donc cette négociation, cette rencontre, c'est une façon d'éviter d'avoir à prendre les sanctions et de mettre à exécution l'ultimatum qu'il avait, il faut le dire un peu maladroitement, posé. Jusqu'ici, les déclarations les plus fortes de Donald Trump n'ont pas abouti à rien, en tout cas de ce qu'il souhaite. Qu'est-ce qui, en face, fait tenir, à votre avis, Vladimir Poutine? On est dans une logique un petit peu différente de part et d'autre. Contrairement à ce qu'on dit, il y a une logique dans ce que fait Trump. Il veut normaliser avec la Russie et se débarrasser du problème ukrainien. Donc, et même si c'est au détriment des intérêts ukrainiens, il considère que les Ukrainiens, la crise ukrainienne, la guerre, c'est aux Européens de la gérer, c'est pas à lui, il veut se retirer. Du côté russe, c'est un peu différent parce que les Russes sont dans une approche, j'allais dire, un peu émotionnelle vis-à-vis de l'Ukraine. En plus, ils sont tenus parce qu'ils ont annexé constitutionnellement au territoire russe les 4 oblasts, donc les 2 du Donbass plus Kherson et Zaporijie. Ils ont annexé la Crimée. Et donc, en fait, il y a non seulement une question de principe, une question émotionnelle, mais aussi une question de face pour le président Poutine, qui a organisé tout ça et qui n'occupe même pas les territoires dont il a annoncé constitutionnellement l'annexion à la Russie. Donc vous avez 2 logiques qui peuvent converger, mais qui convergeront malheureusement au détriment de l'Ukraine. C'est-à-dire qu'il y a de fortes chances pour que les propositions qui seront faites par les États-Unis et qui ont déjà probablement été faites ne soient que la répétition avec des nuances des propositions qui ont été faites il y a un peu plus de 2 mois, vers le mois d'avril, à savoir la Russie garde tous les territoires qu'elle a conquis, les États-Unis pourraient reconnaître la Crimée, la Russie est neutralisée, l'Ukraine ne rentrera pas dans l'OTAN et est neutralisée, et les sanctions sont levées. C'était un peu ce qui avait été décidé à Istanbul au tout début, on se souvient, en 2022, Jean de Glignazzi. Tout à fait. À Istanbul, il y avait des éléments supplémentaires qui ont d'ailleurs fait achoper l'accord. Il y avait la question du plafonnement des forces ukrainiennes. Les Russes voulaient limiter les forces nucléaires ukrainiennes à 100 000 hommes. Et donc ça, c'était la première question. Et la deuxième question qui avait fait achoper les discussions, c'était la question des garanties internationales à donner à l'Ukraine.
Mais il y a aussi une différence très importante, en tout cas dans l'esprit des Russes, qui se plaisent à répéter que tout accord devra prendre en considération les réalités du terrain. La différence, c'est qu'à l'époque, on ne parlait que du Donbass, alors que maintenant, c'est le Donbass, plus Zaporijia, plus Kherson. Pour en revenir, monsieur l'ambassadeur, à cette rencontre annoncée dans les prochains jours, visiblement aux Émirats arabes unis, entre Vladimir Poutine et Donald Trump, le fait qu'il ne sera pas question uniquement de la guerre en Ukraine, mais aussi, si j'ai bien compris, d'autres sujets comme l'architecture de la sécurité mondiale ou encore les rapports entre les États-Unis et la Russie, c'est significatif de quoi, à votre avis? Que Moscou et Washington reprennent l'angle finalement au-delà de l'Ukraine? Oui, tout à fait. En fait, il y aura trois aspects, si je puis dire, dans ces discussions. Le premier aspect, c'est la normalisation des relations russo-américaines, notamment sur le plan économique. C'est un des grands projets de Trump et les Russes ont su jusqu'à présent l'appâter, si je puis dire, l'amadouer avec des perspectives mirobolantes de développement des relations économiques russo-américaines. Vous avez noté que Witkoff, l'envoyé spécial du président, quand il était à Moscou, a longuement rencontré M. Dmitriev, le président du Fonds souverain RDIF de la Russie. Et tout ça, c'est pour parler de l'économie. Deuxième aspect, c'est bien entendu l'Ukraine. Et le troisième aspect, c'est dès lors on espère avoir réglé, on est loin du compte, hein, le problème ukrainien, à ce moment-là, il faut parler de la sécurité en Europe et de la sécurité du monde. Or, si Trump a une idée fixe, c'est essayer quand même de séparer, de mettre un coin entre la Russie et la Chine. Il compte sur le règlement de la crise ukrainienne pour attirer à nouveau la Russie dans le champ d'attraction occidental, si je puis dire, non seulement sur le plan commercial, mais sur le plan politique. Et les Russes ont demandé depuis très longtemps qu'on discute, d'ailleurs les Français à l'origine étaient d'accord avec ça, discutent d'une architecture de sécurité en Europe. Et évidemment, Trump va avoir son mot à dire. Donc, en fait, Poutine a réussi son projet de parler d'égal à égal avec les Américains sur l'avenir du monde. Trump n'a eu de cesse de dire depuis le début que c'est la guerre de Biden, que ce n'est pas la sienne de guerre. Compte tenu de cette nouvelle prise de position, voire de son revirement, est-ce que cette guerre n'a pas fini par devenir celle de Donald Trump? Lorsque Trump dit que c'était la guerre de Biden, il dit que Biden a laissé les choses déraper et qu'effectivement, en amont, on aurait pu prévenir cette guerre, ce qui n'est pas d'ailleurs complètement idiot, hein. Bon, alors maintenant, c'est la guerre de Trump? Non, parce que Trump refuse de financer l'effort de guerre ukrainien. Il a signé un accord avec l'OTAN et il y a des accords qui sont en train de se faire pour faire financer les achats d'armes aux États-Unis par l'Europe. Donc ça devient de plus en plus une guerre européenne. Trump a fait son affaire de la paix. Il veut négocier, il pense à son prix Nobel, et s'il rate, il refile le bébé, si j'ose dire vulgairement, aux Européens. Donc ça ne sera pas sa guerre. Et pour finir, Jean de Glignati, quelle place pour les Européens justement dans ce processus avec Volodymyr Zelensky? Parce qu'on a compris également que dans la rencontre qui est prévue, Volodymyr Zelensky, c'est pas prévu hein, qu'il soit présent, même si les Européens sont à la marche. Quelle place pour eux? Pour l'instant, il faut reconnaître que elle n'est pas très grande, la place. En fait, les Américains ont été un peu échaudés parce que le 17 avril, quand Rubio est venu présenter son plan de paix aux Européens à Paris, les Européens l'ont accueilli très fraîchement, considérant à juste titre qu'il était extrêmement généreux pour la Russie. Donc les Européens apparaissent comme le soutien plus ou moins inconditionnel de Kiev, de l'Ukraine. Donc pour les Russes comme pour les Américains, ils sont plutôt des gêneurs dans cette affaire, puisque l'idée c'est quand même de convaincre Kiev d'accéder d'accepter un accord qui n'est pas très très favorable. Alors cela dit, il y aura une étape
suivantes, si je puis dire, et c'est les garanties de paix. C'est-à-dire, il ne peut pas y avoir d'accord de paix ou de cessez-le-feu sans qu'il y ait un minimum de garantie pour l'Ukraine, parce que l'Ukraine ne peut pas retomber, si je puis dire, sous la pression militaire de la Russie. Et donc, c'est là que le président français a proposé des garanties de sécurité qui seraient données par un certain nombre de puissances européennes, dont la France, l'Angleterre. Et ces garanties de sécurité, l'Ukraine en aura besoin. Donc, à un moment ou à un autre, les Européens qui, pour l'instant, sont clairement exclus de la négociation seront réintégrés pour gérer les éléments très importants de l'accord de paix. Merci beaucoup, Jean de Glignati, d'avoir été avec nous sur France 24, ancien ambassadeur de France à Moscou.